C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Alors que la rue gronde, alors que les syndicats sont organisés et unis comme jamais avec un calendrier, un cap, une stratégie pointue et une détermination de fer, le gouvernement pour l'instant reste de marbre et regarde vers le Parlement. Cette nuit, les sénateurs ont voté l'article 7 sur l'âge légal de départ à la retraite. Mais l'affaire n'est pas dans le sac. Le texte va revenir à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement va devoir mendier des voix, notamment à la droite, enfin surtout à la droite. Depuis des semaines, ces épisodes retraite ne sont pas captivants comme une série Netflix. Il y a deux fins possibles. La droite vole au secours de Macron, ou bien Elisabeth Borne sort son calibre 49.3. C'est là tout le suspense de notre série. Désolé, chers téléspectateurs, on va tout faire pour que l'ennui ne s'abatte pas sur cette émission à laquelle participe Bruno Jeudi. Bonsoir à vous. Vous êtes éditorialiste politique. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir. Bonsoir Catherine et merci d'être là. Et Sébastien Le Foll, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur du Point, éditorialiste au Télégramme, auteur de La fabrique du chef-d'œuvre aux éditions Perrin et le dernier en bande organisée aux éditions Albin Michel sur les anciens amis de François Mitterrand. Alors, les débats ont été inhabituellement agité. Pardon, Jean-Marie ? Non, je disais, ça promet les anciens amis de François Mitterrand. Oui. D'ailleurs, dites-nous un mot. J'ai enquêté, c'est pas une biographie classique, sur la plus vieille bande d'amis de Mitterrand, qui est cette bande qui s'est constituée avant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a rencontrée au collège et dans une pension mariste. Sa bande de droite, comme on pourrait la résumer, et de voir comment elle s'est fait de la courte échelle, cette bande, jusqu'à 1981. Quelle a été son influence, et elle a un destin si romanesque. D'accord. Et voilà, vous allez découvrir. On va découvrir ça la semaine prochaine, puisqu'il sort la semaine prochaine. Alors, les débats au Sénat ont été inhabituellement agités, au point que Bruno Retailleau a accusé la gauche de bordéliser les débats. L'article 7 sur les 64 ans a été voté, mais le contentement du gouvernement aura été de courte durée après le doigt d'honneur à l'Assemblée nationale du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. On peut voir cette image assez furtive, d'ailleurs, puisque ça doit provenir, je crois, Bruno, des images de l'Assemblée nationale de Yael Braun-Pivet, de l'Assemblée nationale. Oui, ce sont les images de Paris Match. Oui, mais les images, en fait, elles viennent de Yael Braun-Pivet qui les a données à Olivier Marleix, parce qu'Olivier Marleix les avait demandées. Ils ont consulté les images ensemble et ensuite elles se sont retrouvées. Voilà, et le ministre aggrave son cas lorsque il donne une explication. On l'écoute. Ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marleix. C'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Voilà, Jean-Marie, on va parler des retraites, vous ne vous inquiétez pas, mais tout de même, on voit qu'il y a quand même cette bordalisation qu'avait d'ailleurs dit, c'était l'expression du ministre de l'Intérieur, mais Dupond-Moretti, là-dessus, va énerver la droite, ce qui n'est pas le bon moment. Il va surtout se tirer une balle dans le pied, comme on pourrait dire, parce que c'est vraiment... les bras en tombent, parce que qu'est-il allé chercher dans ce genre de comparaison On voit bien quelle était son intention, qui était de dire que les propos du président Marleix faisait un bras d'honneur à la présomption d'innocence, la sienne, puisqu'il était rappelé dans ses propos qu'il est mis en examen. Bon, mais néanmoins, voilà quelqu'un qui était détesté à son arrivée comme garde des Sceaux par tous les magistrats, combattu par les magistrats, qui petit à petit faisait son chemin, réussissait à faire valoir qu'il fait augmenter le budget de la justice tous les ans de 8%, qu'il arrive à faire passer un certain nombre de textes importants, que la justice... qu'il la réforme et que finalement les magistrats commençaient à en convenir. Et puis il balaye tout ça d'un geste qui est inadmissible et incompréhensible, sauf à considérer son tempérament un peu sanguin. Et donc c'est vraiment... Et alors qu'en effet, on avait réussi... avait été accroché à la France insoumise, la bordélisation de l'Assemblée nationale. Voilà que c'est lui qui... se compare peut-être au pire de ce qui s'était passé auparavant. Donc on se demande ce qu'il va pouvoir encore faire au gouvernement. Tout le monde va lui rappeler cet épisode plus que fâcheux. Vous croyez que ça va lui coller au basque ou ça va être oublié comme le reste ?
D'abord, il semble, selon plusieurs témoins, que lui-même ait eu envie de démissionner à chaud. En tous les cas, il y a une personne qui était là qui me l'a dit. Donc voilà, ça mériterait qu'on en sache un petit peu plus. Mais les coulisses de ce geste, en fait, au début, avant de s'excuser, il a plutôt été tenté d'aller porter sa démission à l'Élysée. Donc je pense quand même que, au moins dans sa tête, il est sans doute en sursis. Après, sur les conséquences de son geste, elles vont être fâcheuses pour lui parce que ça va l'affaiblir dans son secteur de la justice, ça va l'affaiblir politiquement dans l'hémicycle. Il était déjà souvent malmené dans ses interventions parce que c'est Éric Dupond-Moretti, il a pris la tunique de l'opposant numéro 1 à Marine Le Pen dans l'hémicycle. C'est un choix qui lui correspond. Et puis, c'est aussi, c'est toujours l'éternelle difficulté des ministres de la société civile, donc, qui en plus est menacé par quand même un possible renvoi devant la Cour de justice de la République. Ça doit aussi le mettre en difficulté déjà dans sa tête. Il a eu aussi quelques petits soucis personnels avec son fils. Donc, de toute façon, c'est un craquage qui s'explique aussi par le contexte aujourd'hui dans lequel est Éric Dupond-Moretti. Mais clairement, l'exécutif se serait bien passé de cette affaire en plein charivari sur les retraites. Sébastien Le Foll, est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno sur le fait que, dans le fond, c'est vrai que la société civile a moins les codes? Est-ce qu'un politique... Alors ça, je ne crois pas. Parce que la société civile, il y a de nombreux personnages politiques qui sont comportés ainsi dans l'histoire. C'est-à-dire que pas une question de professionnalisme ou d'amateurisme. Il y a un cas particulier Dupond-Moretti qui, effectivement, on le voit bien, dès qu'il entend prononcer ce mot, évoquer sa mise en examen, il rue dans les brancards. Et c'est un écorché vif, il a ce tempérament qu'il ne maîtrise pas. Le fait qu'il vienne de la société civile peut, je ne crois pas, jouer un rôle important. Après, on peut y voir aussi, il y a le cas de Dupond-Moretti, mais c'est aussi un peu un reflet de l'état de fébrilité, de nervosité du gouvernement, de manière générale, qui, on voit bien, craque un peu globalement. Enfin, c'est une attitude assez partagée. Oui, c'est du craquage, une sorte de confusion mentale de la part de tout le monde. La violence appelle la violence, le bordel appelle le bordel. Dans le fond, allez, hop, tout le monde se lâche, en fait. Oui, personne n'a craqué. Tout le monde se souvient quand même du craquage, du pétage de plomb d'Olivier Dussopt à la fin de... du vote à l'Assemblée, en fait, de l'examen à l'Assemblée. Ça doit être dur, effectivement. Il y avait quelques circonstances atténuantes. Non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas, mais ce que je veux dire. Non, mais moi, je rejoins ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a quand même un niveau de tension dans l'espace politique autour de cette affaire de la réforme des retraites. On croirait franchement qu'on est en train de jouer quelque chose de tout à fait essentiel, fondamental et urgent, ce qui est très discutable. Alors, on monte la pression, et puis on a la NUPES qui est traitée d'extrême gauche, et puis le gouvernement qui s'affronte avec la NUPES, et puis pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle est calme, sereine, et c'est ça que je trouve extrêmement problématique. C'est son travail commençait à produire, même les syndicats de magistrats revoyaient petit à petit leur jugement sur lui. Les renforts arrivent dans les tribunaux, l'augmentation 3 années de suite. C'est vrai que sa situation de garde des Sceaux mise en examen quand même pose un problème. Enfin, c'est évident On pouvait aussi dire que sa mise en examen posait problème, parce qu'il faut voir ce qui lui était reproché. C'est d'avoir été supposé, étant garde des Sceaux, poursuivre d'une vindicte quelconque des magistrats auxquels il s'était affronté quand il était avocat. Franchement, c'est tiré par les cheveux. Peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais c'est un fait. Il est mis en examen et il a l'ascendant sur ceux qui doivent le juger. Donc là, il y a quand même une question qui est quand même très problématique. Ce qui est très dommageable, c'est ce que évoquait Bruno tout à l'heure. Il a pris la tunique du premier opposant à Marine Le Pen. Et donc, à l'Assemblée, il se comporte comme précisément les élus de Marine Le Pen évitent de se comporter. Oui, il la met en valeur par défaut, par différence. C'est vraiment le cas de figure catastrophique total. Bon. Ceci dit, l'intersyndicale a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour être reçu en urgence. Le président doit opter, selon vous, pour quelle stratégie? Les recevoir ou
ou faire le mort? On a déjà une petite réponse. De toute façon, Olivier Véran, mercredi au Conseil des ministres, a indiqué que si le président avait déjà reçu une partie des syndicats en amont de la préparation du texte, sauf la CGT qui l'avait boycotté à l'époque, mais que l'adresse qu'il fallait plutôt, l'adresse à laquelle il fallait adresser la demande de l'intersyndicale, c'était plutôt l'hôtel Matignon avec Elisabeth Borne, voire le ministère du Travail avec Olivier Dussopt. Donc on a déjà un peu la réponse. Je crois quand même que le président sera obligé de répondre à ce courrier, parce que dans ce courrier, il est quand même dit au moins une chose, c'est le risque de situation. Ils évoquent une situation explosive en cas de non-réponse. Parce qu'au fond, l'intersyndicale, depuis le début, est partagée en deux. Il y a ceux qui pensent qu'il faut aller vers des actions plus violentes, coups de poing, pour pouvoir obtenir le retrait. Non. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut rester sur une ligne, celle qui est aujourd'hui la ligne intersyndicale, celle de Berger, et aussi celle de Philippe Martinez, de protester, d'être dans un mouvement social, j'allais dire, classique. Mais la colère déborde. La colère déborde. Je pense que c'est ça qu'ils veulent mettre, c'est que la colère déborde et que beaucoup disent qu'ils vont pas pouvoir contenir. Donc c'est pas au sein de l'intersyndicale. Non mais Bruno, c'est pas dans l'intersyndicale qu'il y a ce problème. Il n'y a pas de syndicat. Moi j'entends des responsables syndicaux, Catherine, notamment de fédérations, qui eux sont pour des actions beaucoup plus violentes. C'est relativement marginal. L'intersyndicale. C'est pas marginal. L'énergie. Ce sont des grosses fédérations qui ont d'ailleurs été désavouées par Philippe Martinez. L'intersyndicale. Dans l'intersyndicale, mettre l'économie à genoux, ça n'a pas été repris par l'intersyndicale. On va écouter Martinez. Il y a une unité dans l'intersyndicale. On va écouter Philippe Martinez, donc le patron de la CGT. On attend de lui, président de tous les Français. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, des millions de personnes qui sont en grève, 91% de ceux qui travaillent qui disent « cette réforme, on n'en veut pas ». Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le rôle du président de la République ? De jeter de l'huile sur le feu ou de calmer le jeu et de dire « oula, bon, on va regarder, peut-être que je me suis trompé ». C'est ça la question. C'est cette question qu'on lui pose. Oui, mais la question, il ne va pas y répondre. Non, mais c'est une bataille d'opinion, je veux dire. Toute l'obsession des syndicats, c'est de garder le contact avec l'opinion et de garder l'approbation, un niveau d'approbation fort de l'opinion. Donc on sait très bien qu'est-ce qu'ils vont aller demander à l'Élysée. Ils vont demander le retrait du texte. Donc Emmanuel Macron, à ce stade de la compétition, si j'ose dire, ne peut pas concéder le retrait du texte. Donc c'est une posture qui est faite pour dire aux Français, vous voyez, nous on aura tout essayé parce qu'on est de bonne volonté. Et quant à l'idée de mettre le feu aux poudres, comme ça a été dit, mettre le feu aux poudres, on nous le disait avant la loi elle-même. Et quand on a annoncé les 64 ans plutôt que 65 ans, on a quand même mis le feu aux poudres, on a déclenché la grève et ainsi de suite. Donc je ne vois pas ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron pourrait faire, sinon les recevoir pour dire d'accord, j'ai compris, je retire le texte. Non, ça n'est pas possible. Donc voilà, il faut regarder ça comme une posture à l'intérieur d'un conflit qui est... Mais cela dit, ils sont manifestement à la recherche, l'intersyndicale est à la recherche d'une bonne raison de continuer. Parce que le vote va avoir lieu, alors je ne sais pas dans quelles conditions, mais il y aura un vote, peut-être pas avec le 49.3, mais alors si c'était le 49.3, ce sera une bénédiction pour ceux qui cherchent justement à remettre du charbon dans la machine. Un vote, ce serait plutôt une victoire pour l'exécutif. Ce serait une victoire pour l'exécutif, mais cela dit, la question sera posée de savoir ce que fera la CFDT. Est-ce que la CFDT... on a une idée. Le 49.3 pour la CFDT, ce sera un casus belli. Mais on est face, effectivement, là, à deux déterminations très fortes. Et ils ont tous à perdre des plumes. Je crois aussi, Jean-Marie, qu'effectivement, les syndicats, aujourd'hui, attendent ce 49.3, parce que c'est le seul moyen de légitimer la poursuite. Et après, je pense que là, ils sont au bout d'une logique, parce que le pays n'a pas été à l'arrêt. Donc c'est quand même globalement un échec. Il y a eu du monde, la mobilisation est maintenue. C'est maintenu, a été très forte. Et donc, mais la stratégie le pays n'a pas... En revanche, on va dans une autre phase, où là, on voit, ici et là, des empêchements, des blocages qui vont maintenant se retourner. Les premières victimes, ça va être les Français. Ouais. Et là, l'opinion risque... c'était déjà le cas pour les Français qui ne pouvaient pas prendre les transports. Mardi, c'était quand même pas simple de prendre les transports. Une journée ou deux de grève entre dans une phase beaucoup plus violente, plus dure. Non, mais je pense que les syndicats sont quand même d'abord confrontés à deux choses. C'est qu'il y a une partie de la base qui est très remontée et très radicalisée et qui ne tiendront pas comme ça. Surtout si...
Pas comme toujours. On se souvient par exemple de la grève surprise des aiguilleurs du ciel. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un foyer. Or là, en plus, il y a une illégitimité reconnue par tous de cette réforme qui passe comme ça, alors que toutes les travailleurs, les salariés, ceux qui sont en situation de travail aujourd'hui, sont contre cette réforme à 91-92%. Mais ce n'est pas et l'autre chose, la notion d'illégitimité. Non, mais moi, on en a déjà. Je la récuse. Oui, vous la récusez, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut. Je crois à la démocratie parlementaire. Donc ça se joue au Parlement. Si les députés et les sénateurs le votent, c'est la loi. La démocratie française n'est pas que parlementaire. Bien sûr. Elle est parlementaire et sociale. Donc là, en l'occurrence, il y a un problème, c'est que la population française, de façon très massive, mais la population 70%, française, elle croit que la loi sera votée et s'appliquera. Et l'autre chose que je voudrais terminer, c'est que le problème, c'est qu'on est à 6 grandes manifestations qui font partie des plus grandes manifestations de ces 30 ou 40 ans. Et donc, comment on en sort? Si on ne veut pas aller à l'affrontement, il faut trouver une sortie politique de ce conflit. La loi précédente, il y avait eu 14 manifestations. Là, on en est à 6. Donc il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, mais moi, ce que je pense, c'est que le niveau d'exacerbation des tensions dans le pays et politique et social, il n'y a rien à voir. Mettons qu'il y a eu 2 millions de Français qui ont manifesté. Qu'est-ce que c'est au regard il y a combien de millions d'électeurs en France là? Il y en a 50 millions, non? 40 il y a 42 millions. Mais d'accord, mais c'est... Éternel débat. Il y a 90% des Français qui sont des salariés et 70% des Français qui sont totalement opposés à cette réforme. Et ça, c'est grave. On ne peut pas s'engager sur ce terrain. Si, on peut s'engager. Non, parce qu'à ce moment-là, vous mettez à bas tout un certain nombre de réformes, y compris la peine de mort, qui sont contre l'opinion reste majoritaire. Je regrette. Un Parlement, il y a des élections, un Parlement, des gens qui votent. Ils ne sont pas d'accord. Et la sanction. Vous n'êtes pas content. On parlait de Mitterrand tout à l'heure, mais en 81 82, il a fait des réformes beaucoup plus, je dirais, révolutionnaire, sur tous les points de vue, en ayant été élu. Il y avait plutôt le soutien quand même, en l'occurrence. Quand il fait 65 à 70 ans. Il a commencé par quel est le prix politique que va payer la France de cet entêtement? On lui a pas dit qu'il était légitime à l'époque. Non, mais quel est le prix? Elle va surtout probablement sauver, au moins pour quelques années, le système par répartition. Mais pas pour quelques années, parce que cette réforme, par ailleurs, elle est en train de prendre une pente assez dangereuse qu'elle va coûter. Finalement, elle va rapporter beaucoup moins que prévu. Donc elle ne sauve rien du tout. Elle ne sauvera. Est-ce qu'il y a un risque d'inefficacité à force justement de concession en concession? Le texte va probablement pas permettre d'atteindre l'objectif qui est quand même que ce soit équilibré à l'horizon 2030. Et politiquement, ça va se payer de quoi, Bruno? Les dernières concessions, parce que là, en plus, qui en tirera les marrons du feu? Les dernières concessions sont quand même assez catastrophiques. Le CDI senior, par exemple, ça coûtera beaucoup plus que les 300 ou 400 millions annoncés. On sera plutôt de l'ordre de 1,5 milliard, tous les économistes le disent. Donc, en plus, les calculs de Matignon sur cette affaire sont extrêmement spécieux. Et le paradoxe dans cette affaire, c'est que c'est la droite, une partie minoritaire de la droite, qui aura contribué à cramer la caisse. Ce qui est assez amusant dans cette histoire. Moi, Sébastien, je dirais plutôt que la droite est en train de sauver la réforme, parce que s'il n'y avait pas Gérard Larcher, je pense qu'Emmanuel Macron sa réforme, et il pourrait l'oublier tout de suite. C'est Gérard Larcher qui va sauver Macron, qui l'eut cru en 2017. Exactement. Donc Emmanuel Macron se tourne vers le vieux monde, en quelque sorte. Exactement. Je souscris à votre formule. Et là, ils en sont à mendier des voix, à compter tous les jours. C'est assez piteux. Mais non, mais attends. Attendez. C'est comme ça, mais tant mieux, parce que moi je pense qu'il faut la faire, la réforme. Il y a plusieurs choses, mais on y reviendra peut-être. Mais je veux dire, on est là dans les affres de la majorité dite relative. Et personne en France ne sait comment gouverner une république qui redevient parlementaire, parce qu'il y a une majorité relative et ça vous oblige à négocier au Parlement constamment. Il y a eu un précédent, c'est Michel Rocard. Michel Rocard, c'était un coup je m'allie avec les communistes pour faire passer un texte, un autre coup je m'allie avec les centristes. Ça a duré le temps du gouvernement de Michel Rocard, 3 ans, et ça a été le 49-3 à répétition. Et personne n'a jugé que Michel Rocard était illégitime en faisant cela, et personne n'a dit c'est lamentable, etc. Non, on a simplement perdu l'habitude parce qu'on
qu'on a l'habitude de majorité monolithique et de chambres d'enregistrement. Donc d'une certaine façon, tout le monde tâtonne, les uns avec des excès, c'est la France insoumise, les autres avec beaucoup de, j'allais dire, pas souvent d'intelligence, c'est les gens du Front National, il faut bien le reconnaître. Ou des duplicités peut-être aussi. Bien sûr, personne n'est dupe non plus. Personne n'est dupe non plus. Mais on raconte bien sûr sur le retour aux 60 ans. Mais bien sûr. Mais on est là dans ces affres-là et il n'est pas anormal pour un gouvernement d'aller chercher des voix ailleurs. Simplement là, comme c'est un mouvement important et une réforme importante, en effet, ça aura des suites. Si le texte passe, ce sera en effet la victoire de l'exécutif, mais si le texte passe, ce sera aussi une alliance à droite en bonne et due forme, alors, et probablement un nouveau chef de gouvernement à droite. Alors, vous dites, c'est pas choquant d'aller chercher des voix, d'autres l'ont fait, hein, bien évidemment. Mais c'est la règle imposée par les Français, la majorité relative. Mais ce qui est assez incompréhensible, c'est l'attitude de la droite. Il y a une espèce de schisme, en fait, à droite, avec... À l'Assemblée. À l'Assemblée, pas au Sénat. Il y a deux catégories de LR. Il y a les LR qui sont pour la réforme et qui sont cohérents avec leurs choix antérieurs. Et puis il y a les LR... Pardon, mais c'est aussi un schisme à l'intérieur de l'électorat LR. L'électorat LR n'est pas homogène sur cette réforme. Parce que, excusez-moi, mais quand même, la réforme portée à 65 ans, quand elle n'était pas à 67 par la droite LR, à l'élection présidentielle, a fait 4,75%. Ça veut dire que sur cette base politique-là, la droite, il y a mieux, il y a Emmanuel Macron et la droite n'a aucun espace. Donc aujourd'hui, il y a une partie des, dirigeants LR. Macron, il ne se représente pas en 2027. D'accord. Mais donc le problème, c'est de savoir si ça sera Édouard Philippe en macronien héritier ou... Mais il y en a plein possible. Mais possible. Il y en a plein de possibles. Y compris à LR. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les LR se posent la question de comment ils continuent d'exister alors qu'il y a l'extrême droite et le camp macronien. Et pour l'instant, ils ont été écrasés Catherine, vous oubliez un truc, c'est que les LR, ils sont en quête quand même de rester un parti de gouvernement. Et s'ils veulent rester un parti de gouvernement, ils doivent être cohérents avec leurs choix antérieurs, notamment sur les retraites. C'est un choix majeur. C'est un choix de parti de gouvernement. Non, je regrette, mais vous avez le droit. Mais moi, je ne suis pas conseillère, pas plus que vous. Non, bien sûr. Mais moi, depuis longtemps, je pense que les LR, s'ils continuent sur cette position très libérale, antipopulaire, n'ont aucun espace. Peut-être, Catherine, mais pour l'instant, c'est leur choix. Très libéral. C'est possible. Ils sont non, ils sont très... Non, du libéral. Et puis les Républicains, Catherine, les Républicains, pour conclure là-dessus, les Républicains, ils ont un rendez-vous, eux, avec leur propre histoire. C'est les Européennes de 2024. C'est soit c'est stop ou encore pour les Républicains, parce qu'ils peuvent très bien ne pas avoir d'élus. Sébastien, finalement, c'est la droite qui adoucit la réforme au niveau social. Bruno a raison. Après, comment les Français voient ce débat? Je pense que déjà, il y a une lassitude qui commence à s'instaurer. Il y a une hystérie là, depuis 3 mois. Ouais. Je pense que les Français se disent globalement que cette réforme va passer. Oui, c'est ce qui est indiqué dans les sondages, d'ailleurs. Pas. Quand on leur demande d'ailleurs si le système actuel est encore soutenable, ils ont bien analysé les données du problème. Ils savent qu'ils sont plutôt contre. Ils sont contre quand on leur pose la question pour eux-mêmes. Est-ce que vous avez envie de travailler? Mais ils savent que ce système-là, de toute façon, n'est pas soutenable. Le problème de l'opposition à cette réforme aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de projet alternatif. Ça pèse énormément aussi. Donc ça crée un vide terrible. C'est que aujourd'hui, finalement, quelle est l'alternative? C'est contentons-nous de ce que nous avons aujourd'hui. Or, on sait très bien qu'on va dans le mur avec ce système. Donc l'absence même de projet alternatif proposé notamment par une gauche de gouvernement pèse énormément aussi sur cette situation politique et crée un déséquilibre, je crois, et un appel d'air pour Marine Le Pen. Pas plus que je ne suis conseillère des Républicains, je ne suis totalement conseillère. On s'est posé la question là. Voilà, je suis complètement conseillère de la NUPES. Ceci étant, la NUPES, elle propose quelque chose, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est que le retour à 60 ans. Non, mais ce qu'elle propose, c'est que non, c'est pas simplement. Oui, elle propose qu'il y ait des cotisations sociales qui soient relevées. Et ce qu'elle dit, c'est que 14% du PIB consacré à la retraite, c'est une chose quand il y a un certain nombre de retraités. Quand le nombre de retraités augmente, on peut reconsidérer ces 14% et mettre, s'il y a plus de retraités, on peut mettre 15%, 16% consacrés à la retraite. Ce que ça signifie sur votre fiche de paye? Oui, ça veut dire 30... Alors là, vous n'auriez pas 2 millions de personnes dans les rues, vous en auriez 5. Attendez, l'autre chose, c'est toutes les exonérations qui sont accordées. 51 milliards d'exonérations. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mais ça vous fait marrer, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne me fais pas marrer. Je pense aussi que les entrepreneurs, ils ont
ont aussi besoin qu'on les soulage en termes de charges pour pouvoir faire face aux difficultés. Parce que franchement, les entreprises françaises et globalement la France, quand même un pays qui est le roi des prélèvements obligatoires. On ne peut pas dire le contraire. Dans les entreprises, après, vous avez vu, on peut discuter de la façon dont c'est redistribué, mais l'INSEE a produit des chiffres tout à fait éloquents. Catherine, oui, parce que j'en ai 3 face à moi. Mais c'est quand même extraordinaire dans ce débat sur les retraites, puisque là on parle le souci des syndicats, de la gauche et le pouvoir d'achat. Il y a un sujet qui est passé complètement maintenant à la trappe, alors que c'est l'inflation. Oui. Vous avez vu les chiffres de l'inflation ? Énorme. 14, catastrophique. Les produits alimentaires. Et ça, pour le moment, ça ne met personne dans l'œil parce qu'effectivement, nous avons un État. Et franchement, les mesures gouvernementales avec un petit logo un chariot, c'est quand même. Mais vraiment croire au Père Noël. L'inflation à 14, ça aurait mis peut-être il y a quelque temps encore des gens dans la rue. Là, non, c'est les retraites. Et c'est ça aussi. Cela dit, de toute façon, la politique fonctionne aussi beaucoup par symbole. Et là, on a parlé de François Mitterrand tout à l'heure. On est vraiment dans l'héritage de François Mitterrand. Parce que c'est lui, la retraite à 60 ans, c'est lui, et ça a été inscrit dans la conscience des Français comme un acquis, comme un droit acquis. Ouais. Et donc, toute remise en cause de ce droit acquis provoque la révolution. Nicolas Sarkozy s'y était heurté, mais en disant... D'accord, mais on va sauver le système, et c'est la dernière fois qu'on touche à l'âge. Il a quand même pété le plafond de verre des 60 ans. Oui, mais c'est la dernière fois, avait-il dit, qu'on y touche. Ouais. Et donc la deuxième fois, ça ne passe pas parce que les gens ont l'impression qu'on leur enlève un droit acquis. Et ça, c'est les acquis sociaux. Mais la gauche, c'est un acquis social. 35 heures de c'est un acquis social. Or, le problème, c'est que si vous n'y touchez pas, là, en l'espèce, eh bien, vous touchez à autre chose, c'est-à-dire vous faites baisser les pensions de retraite. Mais non, vous m'avez bien entendu. Ce que moi, je pense, c'est qu'il faut consacrer plus de richesse aux retraités. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 14%. Non, aujourd'hui, on mais c'est taxer le travail. Non, c'est 14% du PIB qui est consacré à la retraite. Je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas que c'est 15%. Pourquoi ne pas augmenter de 1% le niveau des richesses produites consacrées aux retraités dans la mesure, le niveau des richesses, dans la mesure, davantage, c'est ça le problème. Mais le gain de productivité, est-ce que les salariés est-ce que les salariés d'accord sur ce point pour la gauche de redire et l'extrême droite dire je reviens à la retraite à 60 ans, c'est une absurdité, ça ne tient pas la route une seule seconde et les Français n'y croient pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir un point de vue plus global. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est notre richesse, comment elle se répartit, entre qui et pour faire quoi. C'est encore pire avec l'extrême droite, Jean-Marie, si je peux me permettre, parce qu'au moins à la gauche, on connaît la recette, c'est augmenter les impôts, les cotisations. Quant à l'extrême droite, c'est quand même assez flou, on fait des économies sur l'immigration ou je sais pas quoi. Franchement, c'est un mirage et c'est beaucoup plus grave. Parce qu'eux, ils sont vraiment peut-être aux portes du pouvoir. Le retour de la gauche au pouvoir, on attendra de voir qu'ils s'organisent un peu mieux. Ça, c'est sûr. Bon, il nous reste quelques instants. Pour reprendre nos esprits. Pour reprendre nos esprits avant. Mais je voudrais qu'on ne va pas se relancer dans un débat, là, parce que Véronique Ressoud nous attend. Je voudrais quand même, sur votre livre qui m'intéresse, puisque Jean-Marie fait souvent référence à François Mitterrand. Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué dans les émissions. Il croit aux forces de l'esprit. Oui, voilà. Peut-être qu'il est avec nous, là. François, il a des choses à se faire pardonner. Il a cru à des trucs. Il disait une chose simple, François Mitterrand. Il disait « on ne se refait pas ». C'est pas mal. Ce sont qui ses amis Alors, son plus vieil ami, c'était un royaliste d'Action française qui a été proche de la Cagoule, qui était une figure de la résistance et qui a été ensuite... Il a rencontré au collège, d'ailleurs, à Angoulême, qui était Pierre de Bénouville, qui était une éminence grise de la 5e député de Paris, ensuite. Grand résistant. Et il faisait partie des fameux députés qui faisaient basculer les textes quand Michel Rocard avait besoin de quelques voix. Je crois qu'il y a eu un texte important qui a dû passer à 2-3 voix. Il y avait Bénouville dans les plusieurs fois votants. au secours de Bénouville. Il y avait André Bettencourt, qui a été ministre de Gaulle et Pompidou, et François Dalle, qui est l'homme qui a fait de L'Oréal cet empire de la cosmétique. Et ils se sont rencontrés à l'adolescence et ils ne se sont plus jamais quittés. Et ils se sont fait la courte échelle toute leur vie. Ils ont traversé la guerre, les tempêtes, les traversées du désert, le pouvoir ensemble. L'argent ? L'argent aussi, bien sûr. Ouais. Mais il y avait pas... Ça sert pour faire de la politique. Tout à fait, mais ça c'était peut-être après-guerre, quand il a rencontré... comment il s'appelle celui qui s'était suicidé dans son... Grossouvre. François Grossouvre. Aussi, qui était un homme de droite. Oui, partie de cette, Mitterrand avait plusieurs bandes comme ça, et qui cloisonnaient. Et ces bandes alimentaient, aidaient à son ambition. Ouais. Mais cette bande-là était restée un petit peu dans l'ombre, et j'ai voulu mieux
Ouais. Lui mettre Et vous êtes allé voir les proches? Les archives, beaucoup de témoins, les gens qui n'avaient pas parlé encore. Ça a été une assez grande... Une enquête de longue haleine. Bah écoutez, vous avez mis combien de temps pour le faire? Et ça fait plus de 10 ans que je parle de ce livre. Ah ouais. Bon, bah écoutez, on va aller l'acheter. Hein. Merci beaucoup, parce que 10 ans quand même. On attend Véronique Reissoult pour la chronique La politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour Roselyne. En pleine forme aussi, décidément. Il n'y a que moi qui suis un peu fond de fauteuil cet après-midi. Alors, donc on va... Ah, grosse surprise là. Bah oui, grosse surprise. Grosse surprise. On va parler de quoi? Je vous le donne en mille, ma chère Véro. Eh bien, moi, je la le dis réforme plus, des retraites. Alors, je ne vais pas revenir sur soutien, pas soutien, etc. Je me suis dit, est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Parce que vous savez, depuis quelque temps, ça descendait parce qu'il n'y avait plus tellement de débats sur le fond. Comment? Avec le 7 mars. Eh bien, il y a eu gros pic avec le 7 mars, voilà. Gros pic, 1,3 million de messages. Globalement, en fait, quand on regarde ce qui s'est dit dans ce pic de messages, c'est essentiellement le relais des actions et surtout le soutien au mouvement. Très peu de messages de mécontentement, voire même quasiment pas. Et quand on regarde les émojis, on voit bien qu'il y a le point, la lutte, le feu, enfin voilà. Donc globalement, les internautes étaient plutôt derrière le mouvement, en disant qu'il fallait avancer, que c'était important. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'émojis positifs, et quand ils le sont plutôt autour des syndicats et du mouvement. Mais ce qui était surtout notable, c'était que en fait, les manifestations étaient attendues, les grèves un peu moins. Et dans les commentaires qu'on pouvait lire dans les médias, il y avait beaucoup de sujets autour des grèves, mais les Français, leur sujet n'était pas les grèves, mais plus ce que l'on voit là, c'est-à-dire une envie de manifestation partout en région. C'est ça qui était important pour eux. Oui. Et d'ailleurs, parfois dans des petits villages. Eh bien, quand on regarde, là, j'ai pris ce tweet qui reprenait, qui listait des endroits à Verdun, à Mende, à Arras, à Dole, à Agen, enfin bref, en essayant de lister pour montrer que oui, à la proportion de la taille de chacune des villes, il y avait du monde. Ça réjouissait effectivement les internautes, et vous avez des images. Alors je vous ai fait un kaléidoscope, donc on ne verra pas forcément tout ce qui est écrit, mais globalement tout le monde partageait des images pour montrer que oui, il y avait beaucoup de gens sur le terrain, les gens s'en réjouissaient. Bien souvent les slogans étaient plus autour de l'inflation, autour des services publics. En fait, les manifestations n'étaient pas que sur la réforme des retraites, d'abord parce que beaucoup de Français pensent que quoi qu'il arrive, cette réforme va passer. Mais il se trouve important de pouvoir manifester là où ils sont. Ils ont envie d'être vus. Ça rappelle certains sujets, sauf que c'est fait sans violence, que ça leur semble extrêmement important, qu'ils n'ont pas envie de lâcher, qu'ils continuent à soutenir le mouvement, voire même qu'il y avait encore cette semaine des gens qui n'ont jamais manifesté et qui partageaient le fait qu'ils n'avaient jamais manifesté. C'est fascinant de voir dans certaines villes où systématiquement ils sont à la pointe. Laval, par exemple, depuis le début du mouvement, c'est systématiquement un habitant sur 5. Non, mais c'est vraiment important. Issu des villes moyennes. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de conversations de gens qui sont solidaires entre eux pour se transporter, pour dire je ne suis pas très loin, mais je n'ai pas de voiture. Enfin, voilà. On voit que le seul point de crispation sur le sujet des grèves, c'est le carburant, sans doute lié aussi au fait que quand on est en province, c'est compliqué sans voiture. Mais globalement, le reste, ils sont prêts à soutenir beaucoup de choses. Ce qui leur semble vraiment important, c'est qu'on parle du fait qu'ils sont un peu partout et qu'ils trouvent que les médias ne parlent que de Paris ou trop de Paris, et que la réalité, c'est leur vie quotidienne. Mais c'est un peu ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire que de ne pas entendre quand même toute cette France des villages, des petites villes dont on ne parle pas souvent, c'est... Quand même, il y a un moment, il faut peut-être un peu tendre l'oreille. En tout cas, ils n'ont pas, comme ils pensent que la réforme va passer, quand on regarde les messages, ils disent on continuera à montrer que nous sommes là. Et l'un des slogans qui sortait beaucoup ce week-end, c'était l'inflation qui est le premier des sujets. Et ils nous attendaient, alors pas forcément des petits chariots, mais en tout cas des solutions. Et puis, surtout, ils parlent beaucoup des services publics et de la difficulté et de l'état des services publics. Ils entendent par la santé, la justice. Ça devient très gilet jaune à ce moment-là. Ouais. C'était ce qu'on entendait pendant la... Et on voit ça monte. Alors, on ne voit pas de gilet jaune, parce que dès qu'il y a début de gilet jaune, voilà, c'est pas... parce que les gilets jaunes sont associés à la violence. Voilà. C'est sûr, la grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y en a. Donc, et au milieu de cette contestation, on a vu encore le sémillant... C'est beau.
le jeune Louis Boyard, député de la France Insoumise, il a été, il s'est fait remarquer d'une manière assez exceptionnelle. Alors, on va passer cette merveilleuse vidéo TikTok pour rappeler à tout le monde, parce que tout le monde n'étant pas sur TikTok, pas que parce que c'est chinois, tout simplement parce que... On était resté à 9 millions, moi, mardi ou lundi, je sais pas. Alors, on va voir après les chiffres. Donc, je vous laisse déjà la regarder pour que vous compreniez de quoi on parle. Bon, le 7 mars, on fait quoi? Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Voilà. Alors, on dirait un challenge TikTok. Voilà, c'est ça. Il est totalement dans les codes TikTok. La TikTokisation de la vie politique. Voilà, alors... il a l'âge, il a 22 ans. Pas seulement lui, Mélenchon est très bon sur le réseau. Oui, non, mais enfin là, en l'occurrence... Mais Mélenchon, il est très bon parce qu'il est lui-même. Là, je vais vous dire, si l'objectif c'était d'être vu, réussi. On regarde les volumes, 152 000 messages juste sur lui et son challenge, réussi. Mais 52,2% de messages négatif, donc on va dire que c'est pas du très bon buzz. Les seuls qui ont soutenu, c'est les militants et les membres de LFI, mais les jeunes à qui ça s'adressait n'ont pas du tout suivi son délire, loin de là même. Vous avez eu plein de messages, alors c'est pas forcément quelqu'un de très jeune, mais c'était à l'image. Beaucoup ont rappelé que, en fait, on n'a pas tellement besoin d'un challenge pour aller à l'Assemblée nationale. En fait, vous allez rire, il suffit de s'inscrire. Donc, bon, déjà, ça ne marchait pas trop. Le deuxième, beaucoup ont rappelé que finalement, beaucoup de bruit et c'était vu comme une com. Donc, voilà. Et je vous ai pris le plus joli. 8 lycées bloqués à Paris, sur 100. Donc, on va dire que c'est quand même un bide. Voilà, c'est pour ça que je vous le prends, parce que ça fait beaucoup de bruit. Et en réalité, si l'objectif c'était de mobiliser les jeunes, en fait, il n'y a pas eu de photo. Vous avez compris comment fonctionnait le challenge. Il fallait montrer ce que vous aviez détruit, tagué ou fait, ou bloqué. En fait, il n'y avait pas de photos. Les seules photos qu'il y avait, c'était des photos qui étaient plutôt, non pas pour le challenge, mais contre le challenge, comme celle qu'on a là, où certains proposaient d'envoyer la facture à M. Boyard sur les facultés et le fait qu'on ait abîmé et saccagé certaines salles. Donc, en fait, dans un challenge, il faut que vous sachiez, quand on lance un challenge de ce type-là, on aurait dû être noyé de photos. Et même avec peu de lycées, on aurait pu se dire, ceux qui y étaient avaient suivi le challenge. Non, gros bide. Sauf qu'en fait, il y a quand même des gens qui sont invités dans le challenge et c'était peut-être pas ce que M. Boyard attendait. Comme Mme Pécresse, ne croyez pas que ça soit une fixette, mais il se trouve que c'est encore elle. Vous avez deux fixettes, c'est Valls et Pécresse. Ils se lâchent à chaque fois. Donc là, elle s'est invitée dans le challenge, mais d'une façon évidemment pas avec les photos, puisqu'elle a proposé de porter plainte. Enfin, elle a annoncé qu'elle allait porter plainte. Donc, l'affaire ne prenait pas. Et donc, M. Boyard s'est dit, mais je vais rebondir, puisque j'ai une TikTokeuse enflammée qui s'est lancée dans le challenge. Et donc, il a essayé de plaisanter en détournant vilainement une image de Mme Pécresse et en la critiquant. Et là aussi, dans le fond, ça n'a pas tellement pris. Donc, si l'objectif c'était du bruit, c'est du bruit, c'est réussi. Si l'objectif il était de mobiliser, c'est pas forcément réussi. Et faire du TikTok et du bruit et du jeune, ça ne marche pas toujours. Il faut être sincère comme M. Mélenchon. Mais là, je pense qu'on est arrivé au maximum de ce que l'on peut faire avec TikTok et des challenges. Il est un petit peu énervé, je crois, ses collègues de l'Assemblée nationale, et pas seulement ses opposants, mais aussi dans son propre camp, parce que pas mal interrogé de députés de la NUPES qui, globalement, hors micro, disaient... Mais il aurait réussi à mobiliser les jeunes, peut-être qu'on se serait dit c'est un mode de communication intéressant, mais il ne les a pas mobilisés, bien au contraire. C'est trop marqué politiquement aussi, c'est vraiment une émanation de la France insoumise. Pas seulement. Les éléments de langage sont là, dans le texte. Pas seulement, ce que je pense, c'est que le problème, c'est qu'ils pensent qu'il suffit de faire TikTok et de dire retraite, aussi, et ça ne marche pas, parce que les jeunes ne peuvent pas être mobilisés sur une question de retraite. Ils ont d'autres revendications et d'autres préoccupations, notamment probablement environnementales. Le fait que c'est ça qui est... Non, mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on lui répondait sur le fond et pas sur la forme, même chez les jeunes, pour lui dire mais non, il faut qu'elle aille prendre des cours chez Greta Thunberg. Oui, je crois. Oui, en tout cas, elle ne promet pas de gagner des choses que vous pouvez avoir facilement. Merci beaucoup à tous pour cette merveilleuse éclairage. J'espère qu'on ne vous a pas ennuyé avec nos retraites. Non, c'était animé. Franchement, c'était animé. C'était bien. Je rappelle le titre de votre livre, En bande organisée chez Albin Michel, Sébastien Le Foll. C'est sur donc, les anciens amis de François Mitterrand.
Mitterrand, personne n'a un livre en... Non. C'est en stock, mais pas encore sorti. Donc ça... oui, sur les réseaux, on attend celui de Véronique. Mais... Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.